Stoïque alors que les caméras l'encerclent devant un tribunal fédéral à Miami. Voici Timothy Hudson, âgé de 16 ans accusé d'avoir tué et agressé sexuellement sa sœur par alliance à bord d'un navire de croisière Carnival. Jusqu'à aujourd'hui, Timothy Hudson était en liberté et n'était pas en prison. Il est accusé d'avoir étranglé Anna Kepner, âgée de 18 ans, dans leur cabine pendant qu'ils étaient en croisière en famille l'année dernière. La décision choc que le juge a prise aujourd'hui au tribunal concernant la possibilité pour Hudson de rentrer chez lui. C'est On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous! Avant de commencer On the Case, je voulais vous parler d'Upside, une appli gratuite qui vous fait récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Téléchargez gratuitement Upside, choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente et payez normalement avec votre carte. Après, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Par exemple, si j'ai besoin d'essence ou d'un plat à emporter, je cherche des offres sur Upside. Ensuite, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application et je le transfère directement sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Alors, pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Un juge fédéral à Miami vient de prendre une décision majeure aujourd'hui dans l'affaire d'Anna Kepner. Elle est la victime dans cette histoire. Une jeune fille de 18 ans qui serait en train d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires en ce moment si elle n'avait pas été prétendument tuée par son propre frère par alliance. Ce garçon qui comparaît aujourd'hui au tribunal est jugé comme un adulte. Et s'il est reconnu coupable des faits vraiment horribles qui lui sont reprochés, il pourrait passer des décennies en prison. Et aujourd'hui, cette histoire a connu un nouveau rebondissement majeur. Voici une vidéo de Timothy Hudson, âgé de 16 ans, entrant au tribunal fédéral de Miami ce matin. Et comme vous pouvez le voir, il a montré peu d'émotion. Il a gardé les yeux fixés devant lui alors que les caméras l'entouraient. Son père était à ses côtés et il a accompagné son fils à travers les portes du palais de justice. Maintenant qu'ils aient pu ou non sortir ensemble du palais de justice aujourd'hui, nous en parlerons dans un instant. Mais il faut comprendre ce à quoi ce jeune de 16 ans est confronté. Des accusations de meurtre et d'agression sexuelle aggravées pour ce qu'il aurait fait à sa sœur par alliance. Voici des croquis reçus de l'audience de détention. C'est Timothy au tribunal fédéral aujourd'hui. Cette audience devait décider s'il serait placé en détention provisoire avant le procès. Les caméras sont interdites au tribunal fédéral. Un journaliste, Nick Papantonis de WFTV, est dans la salle d'audience et va nous rejoindre pour expliquer ce qui s'est passé et ce que cela implique pour la suite de l'affaire. Nous allons l'interroger dans un instant. Jusqu'à présent, Timothy Hudson était en liberté sans surveillance. Vous vous souvenez peut-être qu'au départ, il avait été inculpé comme mineur dans cette affaire en raison de son âge. Et il avait été autorisé à vivre chez son oncle pendant que son dossier suivait son cours dans le système. Mais maintenant, il est jugé comme un adulte. Aujourd'hui, les procureurs ont demandé la détention provisoire de Timothy avant son procès. Et Timothy risque maintenant une peine bien plus sévère s'il était reconnu coupable de ces accusations. Avant d'aborder la décision du juge, je veux expliquer de quoi il est accusé et comment nous en sommes arrivés là. Et nous devons commencer par Anna Kepner, qui est la sœur par alliance de Timothy, la femme au centre de cette affaire. Ils étaient tous les deux avec leur famille lors de cette croisière. Cela devait marquer le début d'une tradition familiale pour célébrer cette famille, recomposée réunie lors d'une croisière d'environ une semaine. Elle est partie de Miami à visiter quelques destinations dans les Caraïbes, puis devait revenir à Miami. Maintenant, cette famille s'est formée grâce au père d'Anna et à la mère de Timothy Hudson. Et les dynamiques familiales en jeu dans cette histoire sont très importantes. Donc vous avez Chris Kepner, le père d'Anna, qui épouse une femme nommée Chantel Hudson, qui porte maintenant le nom de Chantel Kepner, et elle est la mère de Timothy Hudson. Il y a donc beaucoup de débats jusqu'à présent sur la nature de la relation entre Anna et Timothy Hudson avant sa mort. Les grands-parents d'Anna ont déclaré à ABC News qu'ils étaient, je cite, « comme les deux doigts de la main ». Ils ont dit qu'ils avaient une vraie relation de frère et sœur. Mais ensuite, il y a des personnes comme l'ex-petite amie d'Anna qui a affirmé que c'était très loin de la vérité. Voici ce qu'il a déclaré aux médias Space Coast Rocket. Dis-moi pourquoi. C'était suspect parce que je savais que le frère l'avait fait et j'ai entendu ses pas résonner dans la maison, comme s'il courait, tu sais, parce qu'il s'est fait prendre.
Voilà donc cette anecdote troublante qu'il affirme à propos de la manière dont Hudson se comportait prétendument avec Anna Kepner. Et il a été allégué que Timothy et Anna partageaient une chambre ensemble à bord de ce navire. Jusqu'en avril de cette année, nous n'avions pas beaucoup d'informations officielles sur l'état de l'enquête concernant la mort d'Anna, car cette affaire contre Hudson était sous scellé. Mais nous avons depuis appris beaucoup plus d'informations grâce à un litige pour la garde d'enfants qui s'est déroulé devant le tribunal aux affaires familiales où les caméras sont autorisées, impliquant Chantel Kepner, la mère de Timothy Hudson, et son ex-mari. Maintenant, son ex-mari a accusé Chantel, après la mort d'Anna Kepner, d'avoir, je cite, des modalités d'hébergement inappropriées sur le navire. Chantel Hudson a également été accusée par son ex-mari, je cite, de mauvaise gestion des médicaments concernant Timothy. Lors d'une audience de garde, Chantel a déclaré ceci, et il est important que vous entendiez cela, car cela pourrait potentiellement jouer un rôle dans la défense de Timothy si cette affaire est jugée. En ce qui concerne Timothy, a-t-il reçu un quelconque diagnostic? Il a un TDAH. Et depuis quand a-t-il reçu un diagnostic de TDAH? Depuis environ 3 ou 4 ans. C'était après votre rupture avec M. Hudson, n'est-ce pas? Oui, à peu près à cette période. Et prend-il des médicaments pour son TDAH? Oui, il en reçoit. Et quels médicaments prenait-il pour cela? Méthylphénidate, voulez-vous? Pouvez-vous le prononcer et me dire si vous le savez? Méthylphénal, méthylphénidate. Je ne connais pas l'orthographe. D'accord. La marque s'appelle Concerta. D'accord, merci. Et à quelle fréquence Timothée prenait-il ce médicament? Chaque matin. A-t-il emporté le médicament avec lui pendant la croisière? Oui. Il prend aussi un comprimé le soir. Le même médicament? Non, c'est Claudine. C'est pourquoi? Insomnie. As-tu gardé le médicament? Oui. As-tu vérifié qu'il prenait ses médicaments tous les jours? Il a pris son comprimé du matin tous les jours et il a manqué 2 doses de sa clonidine le soir. Tu as aussi conservé la quantité. Donc oui. Oui, désolé. Et qu'est-ce que tu veux dire par il a raté la dose? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé se coucher avant de la prendre. Il dormait déjà. Y compris ce jeudi soir? Non, jeudi soir. Il ne l'a pas prise. Je me suis endormie avant lui. Donc, pour bien comprendre, madame, il a oublié 2 fois son médicament du soir pendant la croisière. L'une des nuits, c'était parce qu'il s'est endormi avant de prendre le médicament, et l'autre nuit, c'était la veille. Oui, je me suis endormie avant lui. Il s'est endormi, donc il n'a pas reçu le médicament cette nuit-là, ni avant l'incident. Oui, madame. Très bien, merci. Et voici ce qui se serait passé à bord du navire, selon les allégations. C'est le 8 novembre que nous avons appris qu'un corps était débarqué d'un navire de croisière Carnival qui venait de rentrer au port de Miami après une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes. Voici une vidéo selon la chaîne de télévision WSVN. Un journaliste nommé Sheldon Fox était justement là sur le quai et a pu filmer ce que l'on pense être le corps de Kepner en train d'être débarqué du navire après son retour au port. Son corps a ensuite été transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade. Une autopsie a révélé qu'Anna est décédée d'une asphyxie mécanique. Pour le dire plus crûment, quelqu'un l'aurait étranglée à mort. Le père d'Anna a déclaré au Daily Mail avoir vu le corps de sa fille dans la cabine où l'équipage l'aurait retrouvée. Elle aurait été étranglée à mort puis cachée sous un lit, apparemment recouverte de gilets de sauvetage. Seul son frère par alliance, Timothy Hudson, se serait trouvé dans la cabine avec Anna cette nuit-là. Le Daily Mail rapporte également que la nuit où Anna a été tuée, son demi-frère, qui partageait aussi la chambre avec elle, et Hudson, s'est endormi sans savoir que son corps se trouvait encore dans cette cabine. Puis, le lendemain matin, ce demi-frère est allé au petit déjeuner familial avec Timothy Hudson comme si de rien n'était.
Quand Anna ne s'est pas présentée au petit déjeuner, l'équipage a commencé à la chercher et a alors découvert le corps dans la cabine. Pour la défense de Timothy, ses grands-parents ont déclaré à ABC News qu'ils leur avaient dit ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Nous verrons donc si cela fait partie de l'argument que sa défense pourrait avancer si cela finit par aller en procès. Il est important de noter que Timothy Hudson a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc aujourd'hui, le tribunal ne décidait pas s'il était coupable de ces accusations d'avoir prétendument tué et agressé sexuellement sa sœur par alliance. L'audience d'aujourd'hui portait sur la question de savoir si Timothy devait pouvoir vivre en dehors d'une cellule de prison pendant que l'affaire progresse en vue d'un procès. Inculpé mineur, Hudson a pu vivre chez son oncle d'après les dossiers du tribunal et porte un bracelet GPS. L'affaire étant devant un tribunal pour adultes, les procureurs demandent la détention de Hudson. En détention. Les procureurs ont déposé une requête affirmant que les règles qui permettaient à Hudson de ne pas être en détention ne s'appliquent alors plus, déclarant, je cite, que le prévenu représente un danger pour autrui et devrait être placé en détention provisoire. Ils ajoutent également, je cite, que le prévenu s'est livré aux crimes les plus graves, odieux et répréhensibles qu'une personne puisse infliger à une autre. Il a commis ces crimes contre une victime avec laquelle il n'avait apparemment aucun conflit relationnel et qu'il était élevé à considérer comme un frère ou une sœur. De plus, il a commis ces crimes sans aucun avertissement. Il était capable de commettre de tels actes atroces. Et malgré un environnement familial apparemment favorable, enfin, le prévenu vit actuellement dans un foyer où résident des enfants mineurs. Par conséquent, aucun tribunal ne pourra jamais avoir la garantie que des conditions ou une combinaison de conditions serait suffisante pour empêcher le prévenu de représenter un danger pour autrui. Ainsi, le prévenu devrait être placé en détention. Certainement des propos fermes de la part des procureurs avant cette audience pour expliquer pourquoi Timothy Hudson devrait être détenu dans une prison ou un centre pour mineurs avant le procès. En réponse, la défense de Hudson a demandé qu'une audience soit tenue devant le même juge qui avait permis à Hudson de ne pas être placé en détention alors qu'il faisait face à des accusations de meurtre dans le système pour mineurs, ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Et dans leur requête avant aujourd'hui, la défense demande, je cite, « Comme les 2 derniers mois l'ont clairement démontré, il existe une combinaison de conditions qui peuvent être imposées à Timothy Hudson pour garantir qu'il ne représente pas un danger pour la communauté. » Fin de citation. La défense affirme également que Hudson a respecté toutes les règles de son ordonnance de libération qui avait été fixée il y a environ 2 mois. Alors, voyons ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal. Nous rejoint maintenant un journaliste qui était dans la salle d'audience aujourd'hui à Miami, Nick Papantonis de WFTV. Merci de prendre le temps. Nick, d'être avec nous. Expliquez-nous d'abord les points clés d'aujourd'hui, leur signification pour Timothy Hudson et les prochaines étapes. Pour l'instant, nous savons que Timothy Hudson reste libre sous la garde de son oncle sur la côte ouest de la Floride. C'est une victoire partielle pour lui, car le juge n'a pas encore pris de décision définitive sur le fait qu'il sera ou non placé en détention avant son procès. Le juge a dit vouloir examiner certaines de ses options. Je ne crois pas qu'il représente un risque de fuite ni qu'il y ait assez de preuves pour justifier sa détention immédiate, mais cela ne signifie pas pour autant une libération automatique. Nous attendrons une décision finale de sa part à l'avenir. Et je sais que l'audience d'aujourd'hui a duré environ 2 heures. C'est un tribunal fédéral, donc il n'y a pas de caméra pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Quel a été en quelque sorte le résumé de la procédure et comment les 2 parties ont-elles présenté leurs arguments sur ce qui devrait se passer? Donc, c'est l'accusation qui a pris la parole la plupart du temps dans cette affaire. La procureure était très passionnée en affirmant qu'elle pense qu'il représente un danger pour la communauté et qu'il risque de prendre la fuite. C'était, excusez-moi, un crime grave dont il est accusé, meurtre et agression sexuelle, tous 2 passibles de la prison à vie. Elle a rappelé cela au juge à plusieurs reprises et a également rappelé au juge, avec beaucoup de détails, la mort d'Anna et certains éléments qui n'avaient pas encore été rendus publics auparavant. Donc elle faisait valoir qu'il ne devait pas être en liberté et qu'il devait être incarcéré avant ce procès, peu importe quand il aura lieu. La défense a parlé beaucoup moins. Ils ont examiné l'affaire. Ils ont dit qu'ils considéraient que l'affaire reposait sur des preuves circonstancielles, donc ils maintiennent. C'est quelque chose que nous voyons souvent de la part des avocats de la défense, mais c'était beaucoup plus conciliant envers le juge et envers la décision que le juge allait prendre. Sachant que, évidemment, dans une affaire comme celle-ci, où il y a des preuves qui commencent à sortir maintenant et qui sont assez claires sur certains aspects, ça va être une bataille difficile pour eux.
Et donc, mais encore une fois, ils sont repartis avec au moins une victoire temporaire. Et la décision que le juge essaie de prendre est, est-ce qu'il garde Hudson à Miami et près du tribunal, ce que préfèrent les avocats? Ou trouve-t-il un endroit dans le comté de Hernando ou près de Tampa, plus proche de cette famille? Le juge estime qu'il devrait avoir plus de visites familiales et d'opportunités pour cela. Vous avez mentionné ce qui s'est passé et j'y ai fait référence. Nous avons appris de nouveaux détails inédits sur cette affaire. Nous avons appris la période pendant laquelle Anna serait décédée. Le dernier message qu'elle a envoyé depuis son téléphone était un message Snapchat, et c'était vers 20h14 le soir de sa mort. Aucun mouvement entrant ou sortant de la cabine n'a été capté par la caméra de surveillance du navire entre le moment où elle est entrée pour la dernière fois dans sa cabine et pendant cette période, jusqu'à ce que Timothy Hudson passe la tête hors de la cabine et regarde des deux côtés du couloir vers 22h13 et qu'il a ensuite quitté la cabine. Et c'est là qu'il est sorti. Personne n'était dans la cabine avant qu'un jeune membre de la famille ne revienne environ 1 heure plus tard, pour 30 secondes à 2 minutes, il me semble. Et ce membre plus jeune de la famille a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu sa sœur au moment où il est retourné là-bas. Ce jeune membre de la famille est parti, puis il est revenu juste après minuit quand Timothée était de retour dans la chambre. Timothy lui aurait bloqué l'accès à la chambre pendant quelques minutes, puis l'a laissé entrer. Et ce membre de la famille a de nouveau dit « Je n'ai pas vu ma sœur là-bas ». Nous avons également appris que le matin après la mort présumée d'Anna, Timothy a été vu en train de traverser le navire d'un côté à l'autre, un peu en diagonale. Il s'est arrêté près d'une poubelle pendant 22 secondes, puis il est retourné à sa cabine. Et ce que les procureurs ont dit au juge, c'est que pendant cette période, le téléphone d'Anna se connectait au routeur du navire parce qu'elle avait le forfait Internet pour ce navire jusqu'à ce qu'il atteigne la poubelle. En rentrant à sa cabine, le téléphone d'Anna restait connecté au routeur près de la poubelle. Donc c'est une évolution intéressante. Quelle était l'émotion dans la salle d'audience alors que ces nouveaux détails étaient révélés? Je ne sais pas quels autres membres de la famille étaient dans la salle d'audience. Nous avons vu, je crois, le père de Timothy Hudson entrer avec lui au tribunal aujourd'hui. Quelle était l'ambiance lorsque de nouvelles informations sur cette affaire étaient présentées? Quelle était l'ambiance là-dedans alors que tout cela, vous savez, était en train d'être révélé? La plus grande émotion est venue de la procureure en défendant son dossier. Oui, c'était le père, vous avez raison, qui était là. Je crois que l'oncle était là aussi. Mais cette famille a déjà entendu ces détails auparavant. Ils ont été révélés lors d'une audience, quand il était encore considéré comme mineur en février dernier. Nous venons de recevoir la transcription de cette audience que je lisais juste avant notre discussion, et je pouvais voir qu'ils ont exposé cela avec plus de détails que ce que nous avons entendu aujourd'hui, donc ce n'était pas forcément nouveau et nous n'avons pas vu beaucoup d'émotions ou de réactions de leur part. Nous avons vu Hudson essuyer ses yeux à plusieurs reprises pendant que le procureur parlait de l'élément d'agression sexuelle dans les accusations portées contre lui. Mais il faut aussi être juste, il se mouchait également tout au long de l'audience. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'émotion ou d'allergie, car nous avons aussi ce problème actuellement en Floride. Oui, c'était justement ma prochaine question, car à chaque fois que nous avons vu Timothy Hudson, seulement 2 fois jusqu'à présent, la première fois, il s'est présenté au tribunal à Miami et a partiellement caché son visage en entrant. Et puis aujourd'hui, où il ne cachait pas vraiment son visage, mais il semblait toujours avoir cette expression très stoïque, et nous n'avons pas vu beaucoup d'émotions de sa part. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre en étant simplement dans la même pièce que lui? Tu sais, c'est quelqu'un dont on a tellement entendu parler depuis novembre de l'année dernière, quand cette terrible tragédie a eu lieu. Qu'est-ce qui t'a marqué en étant seulement dans la même pièce que lui? Je pense que l'un des aspects intéressants ici, comme souligné aujourd'hui, est l'absence de jurisprudence pour une telle situation. Donc, on parle ici d'accusations et de chefs d'accusation incroyablement graves et, franchement, rares, pas tant les charges elles-mêmes, mais les circonstances. On parle d'un jeune de 16 ans. Le cas le plus similaire retrouvé par les avocats date de quelques années et concernait un décès sur un bateau de croisière. Et il ne s'agissait pas de 2 adultes dans cette affaire. Et donc, ce que vous voyez pendant que vous entendez les avocats parler et puis que vous regardez Hudson, c'est que vous réalisez que vous parlez d'un jeune de 16 ans, quelqu'un qui, dans la plupart des autres circonstances,
serait encore considéré comme mineur, qui biologiquement est encore un mineur. Et vous parlez de la possibilité d'une peine de prison à vie. Et même s'il accepte un accord de plaider coupable, il risque 30 ans. C'était l'argument du procureur pour justifier qu'il soit vu comme un risque de fuite. Et donc, la gravité de ce à quoi ce jeune homme est confronté en ce moment, s'il est condamné et simplement ce qu'il affronte en général, ce n'est pas quelque chose que la plupart, vous savez, 99% des jeunes de 16 ans auraient à affronter. C'est donc difficile pour vous, pour quelqu'un qui couvre souvent les tribunaux. C'est très surréaliste de parler des circonstances de cette affaire, puis de regarder la victime, l'âge du suspect ou de l'accusé. Et c'est difficile quand Hudson lui-même semble avoir été préparé à ce qui se passait. Je suis sûr que son avocat l'avait prévenu. Et son avocat, en fait, ce matin est arrivé depuis la direction opposée à la sienne. Il a donc réussi à convaincre la plupart des caméras qu'il allait arriver d'une direction. Et puis, il est arrivé derrière tout le monde au dernier moment. Impossible d'éviter cela en sortant du tribunal. Ils ont mis un peu de temps, mais sont finalement sortis rapidement. La voiture était prête pour qu'il y entre sans parler. La famille Kepner vient de votre zone de couverture. WFTV couvre la Floride centrale et le fait très bien. Je pense aux dynamiques familiales impliquées dans cette histoire, où une famille recomposée était sur ce bateau de croisière. Et puis il y a, vous savez, la procédure de garde qui s'est déroulée avec Chantal Kepner et les informations que nous avons apprises à ce sujet. Qu'est-ce que cela a été pour vous de couvrir cette histoire et, en quelque sorte, de traiter les différentes branches de la famille qui ont toutes été touchées par ce qui s'est passé sur ce navire? Je ne peux en parler qu'en partie. Un autre journaliste a eu plus de contact avec la famille que moi. Mais cela a été inhabituel dans un certain sens, car beaucoup des détails que nous avons appris au début de cette affaire provenaient de cette dynamique familiale. Et c'est quelque chose auquel nous devions faire attention en tant que journalistes. Il y a beaucoup d'accusations qui circulent, beaucoup de choses qui n'ont pas été confirmées. Nous n'avons aucune preuve pour les étayer, mais cela ressort du dossier du tribunal aux affaires familiales, ce qui est déjà inhabituel en soi. Nous, les médias en Floride, ne nous concentrons pas souvent sur les affaires du tribunal aux affaires familiales, qui attirent rarement notre attention. Mais on peut voir le tumulte au sein de la famille rien qu'à travers les dépôts de documents, car il n'y a pas vraiment eu d'effort pour dissimuler ce qui se passait. C'est ainsi que nous avons appris que Timothy Hudson était le suspect dans cette affaire dès les premiers jours. Donc, ça a été inhabituel pour nous. Y a-t-il eu le moindre signe? Et je sais simplement par des interviews précédentes que du côté de la famille d'Anna Kepner, son père avait dit qu'il ne serait pas au procès de Timothy Hudson, que sa femme, la mère biologique de Timothy Hudson, je crois, n'y serait pas non plus. Est-ce qu'il y avait le moindre signe de leur présence? Ou peut-être de membres de la famille, peut-être du côté de la famille d'Anna Kepner aujourd'hui? Je n'ai vu personne de la famille. Je ne les ai jamais rencontrés, mais ils faisaient entrer les gens dans la salle d'audience selon un ordre précis. Et quand ils ont appelé la famille, une seule des deux familles est entrée. Donc oui, du côté d'Anna, j'ai surtout vu, c'était principalement des journalistes, du personnel du tribunal, et il semblait aussi y avoir quelques stagiaires. Du côté de Timothy, quelques journalistes étaient présents, mais bien plus de membres de sa famille biologique étaient venus le soutenir. Et maintenant que cette décision a été prise par le juge, ou plutôt qu'il a décidé de trancher plus tard, à quoi peut-on s'attendre pour la suite dans cette affaire? Donc, ce qui va se passer, c'est que le juge ordonne en ce moment au marshal de chercher un établissement adapté pour détenir Hudson dans la région de Tampa, et plus précisément dans le comté de Hernando ou dans les environs, là où sa famille réside actuellement. Ils ont déjà approuvé un établissement à Miami-Dade pour l'accueillir, et les deux avocats ont indiqué au juge et l'ont dit clairement qu'ils préféreraient qu'il soit à Miami-Dade. Mais le juge a estimé que ce serait mieux, le juge a estimé que ce serait mieux pour Hudson d'avoir accès à sa famille. Les marshals se rendront dès que possible sur place pour vérifier s'il existe un établissement dans le comté de Hernando ou un comté voisin qui respecte toutes les exigences, notamment héberger aussi d'autres mineurs poursuivis comme adultes mais non condamnés. Une partie de l'ordonnance sera probablement aussi l'interdiction de l'isolement cellulaire, donc il faudra qu'il soit hébergé dans un cadre collectif. Et ensuite, s'il y a un établissement approprié qui est trouvé quelque part entre Hernando, Tampa, même la région de Sarasota, ou Ocala, qui se rapproche de notre secteur et de notre zone de couverture autour d'Orlando, alors ce juge devra prendre une décision. Va-t-il rester fidèle à ce qu'il a dit lors de cette audience et pencher d'un côté, à savoir qu'il ne semble pas présenter de risque de fuite et que, vous savez, rien ne s'est passé, pour ainsi dire, depuis qu'il est dehors depuis plusieurs mois?
Mais il faut aussi mettre cela en balance avec la réalité très concrète qui existe peut-être, à savoir qu'il est accusé d'avoir tué sa sœur par alliance et que cela s'est produit sans avertissement, comme le procureur l'a répété à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc le juge va devoir prendre cette décision difficile. Va-t-il ordonner son placement en détention ou non? Le juge a d'ailleurs dit à un moment donné que si c'était quelqu'un de plus âgé, si c'était quelqu'un de 20, 22 ou 24 ans, cette personne serait actuellement en détention. Et ce qui fait la différence, c'est l'âge et en particulier la quantité de ressources dont Hudson dispose. Il n'a pas de voiture, il n'a pas beaucoup d'argent, il a 16 ans, n'est-ce pas? Donc il n'a pas la capacité de s'enfuir comme quelqu'un d'autre le ferait. Oui, non. Comme tu le disais plus tôt, c'est un cas unique pour de nombreuses raisons. C'est une affaire vraiment tragique que nous continuerons à suivre. Nick Papantonis, WFTV, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Rejoignez-nous pour analyser cette décision avec Nima Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers. Toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. J'ai trouvé intéressant que le juge ait dit aujourd'hui quelque chose comme si Timothy Hudson avait 20 ans, il serait détenu, mais parce qu'il a 16 ans, il peut sortir du tribunal fédéral de Miami. Jusqu'à présent, il n'est toujours pas placé en détention provisoire. Que pensez-vous de cette décision? Chris Stewart, merci de m'avoir invité comme toujours. Et vous savez, dans notre système de justice pénale fédérale, il n'y a tout simplement pas beaucoup de poursuites contre des mineurs. Cela se passe généralement devant les tribunaux d'État. Évidemment, il s'agit d'une affaire de meurtre sur un navire de croisière, donc il y a une compétence fédérale. Personnellement, j'ai envoyé plus de 1000 personnes en prison fédérale, mais je ne me souviens pas avoir poursuivi un mineur. Donc, il y a beaucoup d'étapes procédurales à suivre pour inculper un mineur. Évidemment, dans une affaire de meurtre, vous allez absolument le faire. Mais la raison pour laquelle je dis ça, Chris, c'est qu'en ce qui concerne les marshals et les établissements, il n'y a tout simplement pas beaucoup de place pour les mineurs comme devant les juridictions d'État. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont le système fédéral semble traiter Timothy Hudson? Parce que d'un côté, il a 16 ans, donc biologiquement, c'est un mineur. Mais en même temps, il est accusé de crimes vraiment horribles. Horribles. Et je comprends pourquoi les procureurs disent qu'il pourrait représenter un danger à cause de ce dont il est accusé. Et il semble qu'ils aient des preuves solides pour le démontrer. On verra comment ça va se passer. Il semble exister un équilibre entre son statut de mineur et le fait qu'il soit jugé comme un adulte. Aucun doute. Tu parles de viol et de meurtre de la sœur par alliance de quelqu'un, non? Difficile de faire pire, donc aucun doute. Généralement, une telle personne serait jugée dangereuse pour la communauté et détenue d'office. Ce serait un cas où la détention est présumée. En général, la défense devrait accepter la détention, car c'est une conclusion évidente. Je pense que si le juge avait eu plus de clarté et savait où la personne serait placée, et si le bureau du procureur fédéral était venu en disant « Écoutez, nous avons parlé au marshal, nous avons parlé aux responsables de cet établissement, il sera isolé de la population générale, il ne sera pas avec des détenus adultes masculins ou des personnes en attente de procès », je pense que cela aurait probablement suffi. Je ne pense pas que le juge était satisfait. Écoutez, le gouvernement peut toujours intervenir et demander la détention provisoire et que l'affaire soit réexaminée. Je pense que le juge était simplement mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas de placement clair. La défense a avancé des arguments en disant « Voici quelqu'un qui vit avec son oncle, ne dormait pas avant et a assisté à toutes les audiences. » Je ne pense pas que cela aurait fait pencher la balance s'il y avait eu un placement approprié pour lui. Ouais, c'était ma prochaine question. À qui revient la responsabilité dans ces situations? Ils cherchent maintenant un lieu, car ils ne voulaient pas le mettre à la prison du comté de Miami-Dade, où il est inculpé, mais peut-être plus près de la côte du golfe de Floride, d'où il vient. À qui revient la responsabilité de faire ce travail en amont, de venir et de dire « Nous pensons que cet établissement peut l'accueillir dès maintenant et c'est là qu'il pourrait être ». Donc, il y a vraiment deux parties dans une affaire pénale en termes de responsabilité des individus. Au début de l'affaire, avant qu'il y ait un plaidoyer de culpabilité ou une condamnation lors d'un procès devant jury ou devant un juge, les détenus ou prévenus sont sous la garde des US Marshals. Les services de suivi avant procès sont également impliqués dans l'évaluation des risques et la formulation de recommandations. Mais ce sont ces deux entités qui gèrent les individus. Et la raison pour laquelle ils en sont responsables, c'est pour s'assurer qu'ils se présentent au tribunal et en repartent. Donc, ce sont ces personnes qui s'occupent de la détention ou des déplacements avant un plaidoyer de culpabilité ou une condamnation. Lorsque ce plaidoyer a lieu,
Cela passe alors à d'autres personnes, à savoir le Bureau des prisons, le BOP et la probation fédérale. Donc, ce sont ces personnes qui interviennent et c'est pourquoi, même si les juges font des recommandations, vous savez, pour un placement ici, le BOP peut vraiment envoyer n'importe qui, n'importe où dans le pays en fonction de la disponibilité, de la sécurité, de l'espace et ce genre de choses. Donc, en ce moment, ce sont vraiment les marshals qui doivent fournir les informations au bureau du procureur fédéral. Cela dépend du ministère de la Justice pour garantir un placement approprié avant le procès. Êtes-vous surpris qu'il ait pu sortir simplement en fonction de ce dont il est accusé et du fait qu'il est désormais jugé comme un adulte? Êtes-vous surpris par cette décision du juge? J'ai été surpris par cette décision. Je comprends cette décision vu l'incertitude. Je pense que la défense a bien fait son travail ici en soulevant cette incertitude. Le juge a précisé que s'il s'agissait d'un adulte, il serait sans doute détenu. Donc, si vous pensez qu'il est poursuivi comme un adulte de manière appropriée et que cela est juridiquement fondé, alors je pense qu'il devrait aussi être détenu en attendant son procès. Vous savez, la détention n'est appropriée que lorsqu'une personne présente un risque de fuite ou de danger, et je ne peux pas vraiment me prononcer sur le risque de fuite, je ne suis pas sûr qu'il existe. Mais il y a certainement beaucoup de preuves qu'il représente un danger pour la communauté. Et l'un des points soulevés par l'accusation, c'est qu'il vit dans une maison avec 2 autres mineurs. Je veux dire, c'est un problème potentiel. Il fait aussi courir un risque aux autres habitants de la maison. Oui, parce que c'est là que je pense au procureur aujourd'hui. Et d'après ce que nous comprenons en parlant avec des personnes présentes dans la salle d'audience, il y avait cette... vous savez, il parlait simplement de la façon dont les procureurs insistaient sur le fait qu'ils représentent un réel danger. Ils exposent en tous les détails de l'affaire. Nous avons déjà passé en revue ce dont il est accusé. Et je me demande simplement, si vous êtes procureur, je veux dire, vous tapez du poing sur la table en disant qu'il représente un danger pour le public, mais ensuite le juge dit eh bien, s'il avait 20 ans, je le garderais certainement en détention. Je veux dire, qu'est-ce que les procureurs auraient pu faire de plus pour essayer de le garder derrière les barreaux avant le procès? Je pense que les procureurs auraient dû agir autrement, mais c'est facile à dire après coup. On a comme refaire le match le lundi matin. Oui, avec le recul, c'est vraiment d'avoir cette solution d'hébergement bien ficelée à présenter au tribunal. Regardez, c'est là qu'il sera détenu, il sera en sécurité. Il ne sera pas victime de violence parce qu'évidemment, on sait que c'est tout à fait possible. S'ils avaient eu cela d'une manière qui aurait vraiment rassuré le juge, je ne pense pas que nous aurions cette conversation. Je crois vraiment qu'il aurait été détenu. Et puis, oui, quand il s'agit de certaines choses dont nous avons déjà un peu parlé ici, et de certains aspects uniques de cette histoire. Et je parlais à un journaliste qui était dans la salle d'audience aujourd'hui, et il a dit que ce que le juge a soulevé, je crois à un moment donné, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jurisprudence à ce sujet. C'est une affaire vraiment unique quand on pense à un jeune de 16 ans sur ce bateau de croisière. Vous savez, je crois que le seul précédent qu'ils ont pu évoquer concernait un adulte qui avait été accusé de quelque chose de similaire à ce dont Timothy Hudson est maintenant accusé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre expérience qui pourrait se comparer à ce à quoi nous sommes confrontés? Lorsque vous traitez une affaire sans beaucoup de précédents, comment cela influence-t-il la procédure? Oui. Les juges disposent souvent d'une grande discrétion pour fixer la caution et le contrôle porte surtout sur un éventuel abus de ce pouvoir d'appréciation. Pour faire appel devant la Cour d'appel du 11e circuit, les décisions sont souvent rendues par des juges magistrats. Ici, un juge de district a décidé car la question est grave. Vous avez raison, Chris Stewart. Il n'y a pas beaucoup de précédents parce que ce n'est tout simplement pas courant. Le meurtre fédéral n'est pas souvent poursuivi. D'habitude, cette administration le fait beaucoup plus, surtout dans les États où ils estiment qu'il n'y a pas de peine de mort ou que les procureurs sont trop indulgents envers la criminalité. Les tribunaux d'État jugent généralement les affaires de meurtre. Les crimes violents commis par des mineurs sont jugés par les tribunaux d'État. Donc, il n'y a pas beaucoup de ces affaires parce qu'il n'y a généralement pas de compétences fédérales ou bien il est plus approprié en ce qui concerne les agents des forces de l'ordre, les shérifs, les détectives qui enquêtent sur l'affaire, que ce soit une affaire relevant des tribunaux de l'État. Vous savez, ce qui rend cette affaire si unique, c'est l'endroit où le meurtre a eu lieu. Le fait que cela se soit passé sur un bateau de croisière, c'est vraiment la seule raison pour laquelle nous parlons de cette affaire devant un tribunal fédéral. Je ne sais pas quelle sera la défense de Timothy Hudson si et quand cette affaire ira en procès. Ses grands-parents et d'autres membres de la famille disent qu'il affirme simplement ne pas se souvenir, qu'il a eu un trou noir. Et je sais que je t'ai déjà posé cette question. Mais puisque nous sommes de nouveau sur ce sujet, pour que cela soit une défense qui ait vraiment du poids pour le défendre,
qu'est-ce qu'il faudrait prouver à ce moment-là? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses prouver avec la défense du « je ne me souviens tout simplement pas » parce que je sais que dans le passé, en général, ce n'est pas une défense qui tient vraiment devant un tribunal. C'est une défense compliquée, Chris Stewart. Les jurés n'y croient pas, mais ce sera difficile à défendre, non? Je veux dire, souvent, ce qu'on voit dans une affaire de meurtre, c'est ce n'était pas moi, non? Quelqu'un d'autre l'a fait. Une défense fondée sur la culpabilité d'un tiers. Vous savez, il n'y avait que ces deux personnes dans cette pièce. Et le fait qu'il y ait une agression sexuelle et probablement des preuves de cette agression sexuelle rend très difficile de contester cela sur la base de l'intention. Et c'est ce que fait la défense ici, n'est-ce pas? Ils disent, écoutez, cela a peut-être eu lieu, mais ils n'avaient pas l'intention de la tuer. Eh bien, il y a strangulation, asphyxie. Je veux dire, ça va être difficile, très difficile. Et puis, vous savez, on évoque la légitime défense, l'homicide involontaire ou le crime passionnel. Évidemment, ces avocats le défendront d'une façon ou d'une autre. Cela me semble être une défense un peu désespérée. C'est peut-être vraiment la seule défense qu'ils ont parce que ça ne rentre tout simplement pas dans les autres cases. Vous savez, il pourrait peut-être y avoir un accord ou une atténuation s'il a vraiment des problèmes de santé mentale, mais il est certain qu'il ne va pas s'en sortir aussi facilement dans une affaire comme celle-ci. La vraie question est de savoir s'il obtiendra un jour une libération conditionnelle ou une probation dans le système fédéral. Est-ce qu'il s'agit d'une libération surveillée, quelque chose de ce genre plus tard? Je ne sais pas, car ce sera très difficile puisqu'il y a aussi une agression sexuelle, pas seulement le meurtre. Et vous savez, je pense à la décision qui a été prise aujourd'hui par ce juge. Je pense à la section des commentaires de cette vidéo, aux gens qui demandent « Pourquoi ne pas juste l'envoyer à la prison du comté de Miami-Dade? Pourquoi s'en préoccuper autant ?» Vous savez, c'est ce que les gens diront en se basant sur ce dont il est accusé. Si un juge devait prendre cette décision et qu'il arrivait quelque chose à Timothy Hudson, comment une erreur commise à ce stade pourrait-elle impacter le processus d'appel plus tard? Oui, je veux dire, le juge ne peut vraiment pas prendre cette décision. J'en ai parlé quand il s'agissait du placement au BEOP. Les juges peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il faut un accord entre les Marshalls et cet établissement. Il faut un contrat, non? On voit ça souvent. Par exemple, quand l'ICE manque de place, ils passent un contrat avec des prisons locales ou privées pour détenir des personnes en procédure d'expulsion. Mais ce n'est pas comme si les fédéraux pouvaient simplement aller, vous savez, dans les prisons du comté et prendre le contrôle. Ce serait potentiellement une réquisition. Il y a, vous savez, cette question de séparation des pouvoirs. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que le juge peut ordonner. Le juge peut simplement prendre une décision en fonction de ce qui lui est présenté. Mais en ce qui concerne le fait de dire à l'exécutif et surtout au comté où loger les détenus, ce serait inapproprié et vraiment quelque chose qui dépasserait son autorité. Nima Romani, ex-procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers, merci pour votre présence et expertise sur Law and Crime concernant cette affaire complexe. Merci Chris. Voilà pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.